Café et chocolat, l'entreprise et l'éducation, sur la même longueur d'onde. Bonjour à toutes et à tous, je suis Selma Ouiralami, vice-présidente de Rêve FM, la radio de l'ESSEC. Et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le 3e épisode de notre Tour de France, en partenariat avec Radio KPMG. Pour la 3e étape de notre voyage, direction le soleil d'Aix-en-Provence. Nous sommes actuellement à la faculté de droit et de sciences politiques d'Aix-Marseille Université, en compagnie de Madame Cécile Bozo, docteur en sciences du management et professeure à l'Université d'Aix-Marseille. Bonjour Madame Cécile Bozo, merci de nous recevoir aujourd'hui dans ces locaux. Après un bachelor en économie à l'Université de Nice et une spécialisation en marketing à l'EDEC, vous décrochez un master en recherche des sciences du management avant votre doctorat en sciences du management à l'Aix-Marseille Université. Vous enseignez 8 ans à Paris, à Dauphine Université, puis vous retrouvez Aix-Marseille Université, où vous enseignez depuis. Vous êtes également enseignante-chercheur à l'Institut d'administration des entreprises. Et au sein de l'université, vous n'êtes pas que professeur et responsable du master management et administration des entreprises. Vous avez aussi une double casquette, car depuis 2021, vous êtes vice-présidente déléguée du développement des formations à l'international d'Aix-Marseille Université. Nous reviendrons sur la signification de cette mission. Pour commencer cet échange, pouvez-vous nous expliquer ce qui vous a mené à choisir l'enseignement supérieur et pourquoi le marketing plus spécifiquement ? Alors, en fait, c'est la combinaison d'une rencontre et d'un héritage familial. Donc, à 20 ans, quand j'ai intégré l'EDEC, je savais pas très bien ce que je voulais faire en sortant. Et j'ai eu la chance de rencontrer un prof de marketing qui s'appelle Pierre-Louis Dubois, qui était passionné par ce qu'il faisait et passionnant. Et moi, qui étais toujours plutôt matheuse, j'aurais dû normalement m'orienter vers la finance. Finalement, je l'ai suivi en marketing. Et je l'ai suivi vers une spécialité de dernière année qui était études et recherches en marketing. Et après cette dernière année qui était extrêmement riche, j'ai voulu approfondir. Donc je suis partie en DEA qui est l'ancêtre du master. Et puis en doctorat, comme vous l'avez dit. Et donc voilà, j'ai continué comme aide de conférence. Et après, l'autre côté, l'héritage familial, c'est mon père qui, après son école d'ingénieur, avait lui-même fait un DEA, un doctorat et entamé une carrière universitaire qu'il a finalement arrêté pour partir vers l'industrie et l'entrepreneuriat. Mais il y avait quand même cette fibre-là familiale. Et presque 6 ans après la réforme du baccalauréat de Jean-Michel Blanquer en 2018, quel en a été selon vous l'impact au niveau des études supérieures et comment les étudiants, selon vous, ont-ils évolué ? Alors, pour le moment, c'est un peu difficile à dire puisque les premiers bacheliers issus de la réforme finissent cette année leur 3e année post-bac. Et c'est aussi les bacheliers qui ont vécu leurs 2 dernières années de lycée pendant le Covid. Donc, et pendant les confinements. Donc, en fait, c'est assez difficile de savoir ce qui les a vraiment impactés entre la crise sanitaire et la réforme du bac. Et puis, la formule du bac a elle-même évolué ces 3 dernières années, ce qui est normal, en fait, pour une réforme de cette profondeur. Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on a des profils que nous n'avions pas avant. Par exemple, des étudiants qui sont très spécialisés maths informatique, ce qui est extrêmement intéressant pour les BUT maths info ou les licences maths info, ou des étudiants qui ont une ouverture qui était impossible avant avec une double spécialisation maths art plastique, par exemple. Donc, ce qui donne quelque chose d'assez sympa. En fait, moi, je pense qu'on pourra mieux mesurer l'impact d'ici 2 à 3 ans avec un petit peu plus de recul. Et les sociologues ont mis en avant des différences importantes entre les générations X, Y et Z. Avez-vous ressenti cette évolution et comment se traduit-elle dans vos rapports avec les étudiants, mais aussi dans les attentes qu'ils expriment ? Alors, j'ai eu la chance de commencer à enseigner en 1996, donc il y a très longtemps, et donc la chance d'avoir côtoyé ces 3 générations successivement. Et l'évolution est réelle, en fait, elle est pas forcément négative, elle est réelle. J'ai pas l'impression qu'il y ait eu une rupture énorme, mais plus quelque chose qui s'est fait année après année. Et la grande force de la génération Z, mais vous le savez certainement mieux que moi, c'est qu'elle est beaucoup plus à l'écoute de ses envies que les générations précédentes. Les étudiants actuels ont moins peur de dire non, de refuser une offre d'emploi, une orientation qui ne leur correspond pas. Ce qu'on observe, c'est aussi que la grande entreprise et le CDI, qui étaient les Graal pour la génération X, ne sont plus forcément l'objectif partagé par tout le monde aujourd'hui. Ce qui est positif aussi, c'est que l'ouverture sur le monde n'est pas la même, que l'international est beaucoup plus naturel en fait pour les étudiants récemment. Après,
d'un côté un peu moins positif, les étudiants ont l'impression aujourd'hui de toujours pouvoir faire plusieurs choses en même temps. Alors, vous devez le connaître, hein, c'est un œil sur Insta, un œil sur la salle de cours. Or, parfois pas si évident que ça d'arriver vraiment à faire les deux en même temps. Instagram est peut-être plus passionnant que la salle de cours. Et puis, les étudiants, on observe qui sont aussi plus demandeurs, paradoxalement, parfois moins autonomes que les générations précédentes et moins enclins à se concentrer longtemps sur une même tâche. Donc, comme beaucoup d'enseignants, j'ai adapté ma pédagogie pour garder l'attention des étudiants, pour pas perdre en richesse en fait de transmission et essayer de s'adapter à toutes ces évolutions. Après, pour ce qui est du rapport avec les étudiants, moi, j'ai l'impression que le rapport est resté assez uniforme. J'ai toujours aimé accompagner les étudiants, prendre du temps, être assez proche d'eux et en même temps poser un cadre, poser des limites. Et donc, je me suis adaptée à l'évolution des profils, mais la base de la relation est restée la même. Et donc, pour revenir sur votre parcours, après 8 ans à enseigner à Paris-Dauphine, vous avez fait le choix de rejoindre la douceur aixoise. Et donc, quelle différence faites-vous entre le système universitaire de Dauphine et celui d'Aix-Marseille Université ? Alors, comme vous l'avez dit au début, j'ai fait mon doctorat à Aix. Donc, en fait, je suis vraiment rentrée à la maison, en quelque sorte, après une expérience absolument géniale à Dauphine. La grande différence entre ce que j'ai connu à Dauphine à l'époque et à AMU, à Aix-Marseille Université aujourd'hui, c'est lié à la très grande diversité des disciplines qui sont couvertes par AMU. À l'époque, Dauphine ne faisait pas encore partie de PSL, donc ça a très certainement changé aujourd'hui. Mais en arrivant à Aix-Marseille Université, j'ai trouvé une université qui propose une richesse immense et une diversité vraiment impressionnante de programmes et de thématiques. Et donc, moi, je travaille aussi bien avec des enseignants et des étudiants qui sont dans mon domaine que des enseignants, des étudiants qui vont être en lettres, en sciences, en droit, en pharmacie, etc. Donc, par exemple, là, en ce moment, je finis cette semaine un cours avec des étudiants de pharmacie de 4e année, qui est un cours de marketing, où on travaille avec l'IUT sur la création de passerelles pour les étudiants qui viennent des BUT du secteur secondaire, donc chimie, mécanique, etc., de façon à les, quand ils veulent se réorienter, leur donner la possibilité de venir rejoindre l'IAE et de faire des formations en management. Donc c'est vraiment ça que je trouve très très sympa en fait dans cette approche. Et donc, nous l'avons dit, en 2021, vous avez été nommée vice-présidente déléguée au développement des formations à l'international de l'AMU. Pourquoi, selon vous, est-ce si important de donner une dimension internationale au diplôme aujourd'hui ? Et quel sens donnez-vous à cette mission ? En fait, l'ouverture sur le monde, pour moi et pour beaucoup de gens à AMU, on pense que c'est vraiment une chance immense à la fois pour les étudiants et pour les responsables de formation, les enseignants et les équipes. Donc, les nouvelles générations d'étudiants, vous êtes très, très connectés sur l'international, notamment au travers des réseaux, au travers de tous les outils qu'il y a, et l'accès immédiat à l'autre, quelle que soit sa localisation, est possible. Mais en même temps, c'est parfois très virtuel. Donc, l'idée, c'est que nos formations doivent s'adapter à cette nouvelle situation et donner la possibilité aux étudiants d'avoir l'ouverture qu'ils recherchent et la leur donner de façon concrète et pas uniquement virtuelle. Alors évidemment, l'idée, c'est pas de le faire à tout prix, mais c'est de permettre cette ouverture et de la faciliter quand l'étudiant le souhaite. Et donc, comment concrètement développez-vous cette dimension internationale au sein de l'université ? Par exemple, une de vos missions, c'est la création d'un diplôme européen. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ? Alors, l'un des projets structurants de la stratégie internationale d'AMU, ça a été de se lancer dans la construction d'une alliance européenne dans le cadre du programme de création des universités européennes qui est porté par Erasmus+. Cette alliance pour AMU s'appelle CIVIS. Elle a été créée fin 2019, juste avant la crise sanitaire. Et aujourd'hui, c'est 11 universités qui sont regroupées au sein de CIVIS, qui représentent à peu près 470 000 étudiants quand même et 58 000 personnel. Donc, c'est un énorme réseau et ces 11 universités ont monté des programmes communs
notamment sous des formes assez innovantes comme des mobilités courtes et hybrides qui sont aussi des mécanismes Erasmus+. Les universités partagent certains cours, elles développent des mobilités du personnel, etc. Et moi, je suis membre pour AMUD, ce qu'on appelle l'Education Council, en fait, qui regroupe 2 membres par université et partenaires. Et notre rôle, c'est d'apporter notre expertise sur la portée, sur le cadre de toutes ces activités de formation civis, et en particulier pour les programmes et les diplômes longs. Et donc, concernant le diplôme européen, aujourd'hui, il n'existe pas encore de diplôme européen commun. Donc, il existe des diplômes conjoints qui sont délivrés, alors en général sous la forme de diplômes double, triple, multiple en fonction du nombre d'universités impliquées, ou alors sous la forme d'un diplôme national sur lequel il est précisé qu'il s'agit d'un diplôme conjoint. Mais il n'y a pas de vrai diplôme européen. Donc, dans le cadre de Civis, on a monté un master qui s'appelle le Master Climat et Énergie, qui a été monté conjointement avec les 11 universités, et qui, notamment, est l'un des projets sur lesquels on essaie de pousser, en fait, à la création de ce diplôme européen. Et puis, en attendant que ça se fasse, à AMU, on a pas mal de diplômes en partenariat à l'international. Il y en a 70 à l'heure actuelle qui couvrent vraiment tous les champs possibles et tous les types d'universités. Et donc, avec le vice-président Relations internationales, moi, j'accompagne le montage, le lancement et la vie de ces diplômes-là. Et donc, pour conclure cet échange, Madame Bozo, pourriez-vous nous partager un de vos meilleurs moments en tant qu'enseignante ? J'en ai 2 qui reviennent tous les ans, donc c'est très pratique. C'est le jour de la rentrée et le jour de la remise des diplômes. Donc là, plus particulièrement sur l'IAE. En fait, lors de la rentrée, nous accueillons tous les étudiants, les nouveaux étudiants dans les jardins de l'IAE, parce qu'on est un petit peu à la campagne, à l'extérieur. Il y a une énergie que je trouve super, tout est possible, etc. Et puis en même temps, chaque année, c'est un nouveau défi, c'est un renouvellement. Donc c'est vraiment une journée qui est appréciable. Et à l'autre bout de la chaîne, la remise des diplômes, c'est toujours très émouvant. C'est l'occasion de revoir des étudiants, moi, que j'ai connus 3, voire 4 ans avant, quand ils ont fait une césure, au moment de leur entretien d'admission. Et de voir avec ces étudiants avec lesquels j'ai tissé des liens, avec mon équipe et mes collègues qu'on a accompagnés, parfois dans des moments un peu difficiles, parfois dans des grandes réussites, de voir ce qu'ils sont devenus, de voir les vrais professionnels en fait qui sortent. Et c'est là où je vois vraiment le résultat de mon travail. Et c'est toujours une grande joie, c'est toujours un moment exceptionnel. Cécile Bozo, un grand merci pour vos réponses. C'était un vrai plaisir pour nous de découvrir votre parcours et d'en savoir plus sur le quotidien d'une enseignante chercheuse. Il s'agissait de la 3e étape de notre Tour de France 2024 et on se retrouve au prochain épisode qui se déroulera à Lyon, dans un bouchon, restaurant typique de la région. À très bientôt sur nos ondes. Café et chocolat, une émission de Radio KPMG et de Rêve FM.